Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit commentaire sur l'épreuve de bac spécialité SVT de septembre 2022, sujet venant du centre étranger Amérique du Sud. Dans ce sujet, donc, qui est un sujet qui est une partie 2, donc partie qui comporte des documents, ce sujet est un sujet qui traite de la partie sur génétique et évolution. Le titre étant l'apicoblaste, une cible thérapeutique. Je vous lis le sujet, dont le but de cette petite vidéo, c'est simplement de vous apporter quelques informations pour vous donner quelques lignes directrices permettant de pouvoir réaliser sans trop de soucis cette épreuve. Juste un petit rappel peut-être de méthode concernant cette épreuve, une épreuve avec des documents. N'oubliez pas de faire une introduction qui pose le problème du sujet. Et ensuite, il va s'agir de faire une argumentation scientifique. Vous avez différents documents, on les analyse, on les interprète et à partir de cette interprétation, vous allez obtenir des arguments qui vous permettront de répondre aux problèmes dans une synthèse, une grosse conclusion, où vous allez faire le lien entre tous les documents et ainsi répondre aux problèmes. Je lis le sujet, l'introduction. Les apicomplexas constituent un groupe de parasites responsables de maladies graves chez l'être humain, telles que le paludisme et la toxoplasmose. Les parasites responsables de ces deux maladies infestent plusieurs centaines de millions de personnes chaque année et causent la mort de près d'1 million d'entre elles. L'absence de vaccins efficaces et l'émergence rapide de souches multirésistantes au traitement soulignent l'urgence de développer de nouvelles voies thérapeutiques. Présenter les arguments cellulaires, biochimiques et évolutifs ayant permis aux scientifiques de développer de nouvelles voies thérapeutiques contre les parasites responsables du paludisme et de la toxoplasmose. Une petite indication à ne pas oublier en italique, vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix, intégrant les données issues des documents et les connaissances complémentaires nécessaires. Un tel sujet, partie 2, il faut extraire les informations des documents. Vos connaissances viennent donc en complément pour aider votre interprétation. Dans ce sujet, vous allez donc rechercher des arguments qui vont cellulaires, biochimiques et évolutifs, qui ont permis aux scientifiques de développer des voies permettant de lutter contre ces parasites. Premier document que nous avons, une électronographie, c'est-à-dire une photo prise à partir d'un microscope électronique qui montre ce parasite. Donc là, sur ce document, en première analyse, qu'est-ce que l'on constate? On constate que ce parasite, eh bien, il possède un noyau, vous l'avez ici montré, des mitochondries, un appareil de Golgi, une membrane plasmique. Bref, vous avez ici une cellule que l'on peut qualifier de caryote. Voilà ce que l'on peut dire en interprétation. Vous voyez, ce qui est implicite et qui n'est pas dit, c'est ça. On a une cellule qui est eucaryote, avec un noyau, avec des organites, et vous avez un petit détail qui ici nous intéresse, vous avez le détail de ce qu'on appelle un apicoblaste. Apicoblaste, c'est d'ailleurs ce qui définit ce qu'on appelle, vous le voyez, les apicomplexas, ce groupe de parasites. Cet apicoblaste, vous avez ici un petit agrandissement, un petit focus qui est fait, et déjà vous constatez quelque chose sur lequel on va revenir. IOPE, ça correspond ici aux membranes de votre apicoblaste. Donc là, on voit que finalement, il y a plusieurs membranes que l'on voit ici, plusieurs membranes à l'intérieur de cette organite, et une précision très importante ici, l'apicoblaste est un plaste vestigial, résiduel à l'état de vestige non photosynthétique. Plaste, bien sûr, quand on lit plaste, on pense à chloroplaste. On vous dit que c'est un plaste, donc un reste certainement de chloroplaste, mais qui n'est pas photosynthétique. Donc déjà, chose importante ici, on a ici un vestige, un reste, quelque chose, en quelque sorte, d'une structure qui était au départ certainement en fait d'origine végétale. Donc là déjà, on est, vous l'avez compris, sur la piste quelque part d'une endosymbiose, d'accord? Et chose importante ici, vous avez ce qu'on appelle les membranes ici. Alors, je vous rappelle que si on prend la membrane plasmique que vous connaissez bien, dans cette membrane plasmique, vous avez vu ça en premier enseignement scientifique commun, nous avons une bicouche lipidique. Donc, finalement, ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il y a plusieurs couches. D'ailleurs, on peut même distinguer concrètement deux couches, d'accord? Ici, il y a deux membres, on va dire deux doubles membranes, d'accord? Voici ce qu'on pouvait dire par rapport à ce document, une cellule eucaryote qui possède un apicoblaste qui a priori, donc en tout cas c'est bien précisé ici,
est un plast vestigial, donc on peut faire l'hypothèse que cet apicoplast est issu d'une endosymbiose ancienne. Juste après, document numéro 2 nous montre comment en fait se déroule la division de l'apicoplast lors de la multiplication d'un parasite. Alors d'après vos connaissances, vous savez que quand une cellule eucaryote se divise, effectue une mitose, les organites qu'elle possède vont aussi être répliqués, ce qui permettra à chaque cellule fille de contenir autant d'organites dans l'une que dans l'autre. Il y aura autant de mitochondries dans l'une que dans l'autre, par exemple ici. Là, ce qui est intéressant dans ce document, c'est que, alors, on vous explique que voilà, Toxoplasma prolifère à l'intérieur. S'il prolifère, il va se multiplier. Et vous avez ici donc le noyau, donc votre parasite, avec son apicoplast. Qu'est-ce qu'on vous montre ici? Eh bien, on vous montre dans ce premier cas, quand il y a une division de la cellule qui va se faire, cet apicoplast, il se réplique, et les deux parasites produits, les deux survivent. Si par contre, il y a une mutation qui fait que cet apicoplast ne se réplique pas correctement, vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule copie de l'apicoplast d'un côté et pas de l'autre, on voit que la cellule qui ne possède pas l'apicoplast meurt. Voici l'analyse que l'on peut faire ici sur ce deuxième document. Conclusion de tout ceci, l'apicoplast est nécessaire, vous le voyez, est vital pour la survie de ce parasite. Donc là, on a véritablement un rôle très très important de cet organite, d'accord? La question, évidemment, étant quel est ce rôle? Alors on peut faire des hypothèses, bien sûr. Dans tous les cas, ici, on constate que si cet apicoplast n'est pas présent, eh bien, la cellule meurt. Donc déjà, ici, rappelez-vous donc le sujet, on cherche à savoir par quel traitement on peut mettre en place pour pouvoir lutter contre ce parasite. On pourrait faire l'hypothèse qu'un traitement qui ciblerait cet apicoplast, qui l'empêcherait de fonctionner, ou qui empêcherait la division de cet apicoplast, serait un traitement très intéressant, puisque vous allez entraîner la mort du parasite. Donc déjà, ce document permet de nous mettre en quelque sorte sur la piste d'un traitement qui serait donc un traitement, ici vous le voyez, là, on pourrait parler d'un argument cellulaire, en visant l'apicoplast, on va empêcher ce parasite de se multiplier, puisque s'il n'est pas présent, ou si on peut supposer qu'il ne fonctionne pas bien, le parasite va mourir. Document numéro 3 que nous avons. Tout à l'heure on l'a évoqué, on en a fait l'hypothèse, il vous explique ce document la conséquence de ce qu'on appelle une double endosymbiose. Alors, qu'est-ce qu'une double endosymbiose? Eh bien, on vous l'explique tout simplement. Ici, vous avez c'est un modèle, donc c'est une explication théorique que l'on donne. D'accord? On essaie d'expliquer, de trouver des éléments permettant d'expliquer, un phénomène que l'on observe actuellement. Une cellule ancestrale primaire, la voici, avec son noyau primaire, le premier noyau, et on suppose qu'il y a eu ce qu'on appelle une phagocytose, on peut l'analyser ainsi, de la cyanobactérie. Et on obtient ici, vous voyez, ce qu'on appelle une algue rouge, une cellule qui devient, grâce à la cyanobactérie, une cellule qui devient chlorophyllienne. On vous explique ici que cette cyanobactérie devient un chloroplaste. Donc là, vous avez une cellule après une première endosymbiose. En tout cas, ce cycle, ce que vous avez ici, permet d'expliquer comment les cellules chlorophylliennes ont pu apparaître, c'est-à-dire par l'endosymbiose d'une cyanobactérie. Ce qu'on vous explique juste après, c'est que il est possible qu'une autre cellule ancestrale secondaire puisse phagocyter à son tour cette algue rouge. Donc vous voyez qu'on a une nouvelle endosymbiose. Donc là, vous voyez qu'on a ceci qui va apparaître. Donc on a ici ceci donc qui apparaît, cette structure, et on vous explique après qu'au cours du temps, c'est l'explication que l'on donne ici, ce noyau primaire va finir par disparaître. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci? Bien, ce qu'on vous montre, c'est que tout ceci permet d'expliquer, en tout cas permettrait, c'est une hypothèse, permettrait d'expliquer l'apparition du toxoplasme avec cet apicoplast. Alors là, c'est ce que vous donne, c'est ce qu'on peut dire ici. Là, vous voyez, j'ai commenté le document. Comment on peut interpréter ça? Là, il y a ici un lien à faire avec le document numéro 1. Ici, vous voyez que combien de membranes je compte ici? Eh bien, je compte une première membrane
qui est celle en fait, si je repars au début, qui correspond à celle-ci. On a ensuite une autre membrane qui va correspondre finalement, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Cette membrane que vous avez ici correspond à celle-ci. L'autre membrane que vous avez là correspond à celle de votre algue rouge au départ. Et celle-ci correspond à, en fait, la première endosymbiose, les membranes qui sont formées ici. Si je reviens au premier document, vous vous rappelez qu'on avait observé, il y avait un petit commentaire qui avait été fait ici, où on voyait qu'il y avait 4 membranes d'observer. Comment on peut expliquer sa présence de ces 4 membranes? L'explication est dans la possibilité d'une double endosymbiose qui pourrait expliquer cette succession de membranes. Donc pour expliquer, alors ce qu'on peut dire à partir, donc si on fait le lien entre ces deux documents, ici, la présence de ces 4 membranes peut s'expliquer par une double endosymbiose. Double endosymbiose, et au départ, on avait cette cellule qui était chlorophyllienne, mais comme on vous l'explique dans le premier document aussi, cette apicloplaste a perdu ses propriétés chlorophylliennes, d'accord? C'est ce que vous avez marqué d'ici. Plaste vestigiale non photosynthétique. Au départ, c'était chlorophylien, et ensuite, eh bien, cette propriété a été perdue au cours du temps, au cours de l'évolution. Donc là, ce document ici permet, en tout cas, si vous voulez, vous explique d'un point de vue évolutif comment ce toxoplasme a pu apparaître. Alors, à quoi sert cet apicoplasme? On a vu que cet apicoplasme avait un rôle, alors le document numéro 2 nous a montré que cet apicoplasme était très important pour la survie de votre cellule. La question c'est pourquoi? Pourquoi il est si important pour le parasite? Ici, vous avez un petit schéma qui explique un peu le rôle de cet apicoplasme et on voit qu'il y a pas mal de réactions qui s'y font. D'une part, donc, on a de l'ADN qui est présent dans l'apicoplasme. Je vous rappelle que s'il y a eu endosymbiose d'une bactérie ancestrale, la bactérie possède de l'ADN. Je vous rappelle que les mitochondries chloroplasts possèdent aussi de l'ADN. La présence d'ADN dans l'apicoplasme est un argument pour en tout cas pour une potentielle endosymbiose. L'ADN, transcription ARN, protéines, avec présence donc de protéines qui vont servir, voilà, qui auront par exemple des rôles enzymatiques par exemple. Ici ensuite vous avez un rôle qui va être certainement nouveau pour vous, que vous découvrez, c'est le fait que cet apicoplaste, des triose-phosphates, des sucres peuvent y rentrer à l'intérieur, et ces sucres vont être transformés en différentes molécules, notamment, on vous l'explique ici, des isoprénoïdes, qui sont une forme de lipides, ainsi que des acides gras. Et on vous explique que ces acides gras vont être très importants pour former les membranes du parasite, et aussi des lipides de réserve. Je vous rappelle aussi que les lipides servent aussi de réserve d'énergie. D'accord, c'est grâce aux lipides, votre cellule peut aussi produire de l'ATP. Alors, tout ceci vous est expliqué, et très intéressant, des chercheurs ont montré que, in vitro, quand on inactive la voie de biosynthèse des acides gras, c'est-à-dire que si on inactive cette voie de fabrication, vous avez vu que toutes ces réactions, elles se font aussi grâce à des enzymes, ça c'est pas précisé. Toutes ces réactions, pour se faire, elles ont besoin d'enzymes. Et bien, si on inactive ces voies, on empêche la fabrication de tous ces lipides. Donc là, ce qu'explique donc ce document, c'est que grâce à ça, on se rend compte que, si on empêche ceci, on vous dit que c'est une voie métabolique vitale. En empêchant ceci, on va empêcher le parasite de se développer. Donc là, vous voyez, on a ici une piste de traitement contre ce parasite. Le dernier document, pour faire assez simple, vous voyez, il vous montre quelques pistes thérapeutiques et on voit bien qu'en utilisant ces différentes molécules, on peut bloquer la synthèse de ces acides gras, ce qui va ainsi empêcher la multiplication de ce parasite, toxoplasme notamment. Donc là, finalement, ce dernier document permet de montrer que il y a différentes molécules qui vont agir, on peut faire le lien avec ceci, ces différentes molécules vont agir à différents endroits de ce parasite. Donc on a ici, vous le voyez, une piste très intéressante de recherche pour pouvoir lutter contre ce parasite, puisque ces différentes molécules peuvent agir dessus. Voilà ce que l'on pouvait dire donc en termes d'analyse et d'interprétation sur ce sujet. Merci à vous.